Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Déclic Blockchain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Sébastien Suze, directeur général de Votelab. Bonjour Jean-Sébastien, merci d'avoir accepté notre invitation. Votelab, c'est une solution qui permet de certifier des avis exprimés dans le cadre d'un sondage ou notamment dans le cadre d'un vote via la blockchain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous expliquer comment s'est développé ce projet ? Alors ce projet, il est parti d'un constat. Alors ce projet, dans son ensemble, s'appelle Civic Power. Il s'est développé, la genèse du projet, c'est 2020. Un constat, les élections régionales, avec des taux d'abstention records dans notre pays. Donc on parle un peu de ce qu'on connaît, et finalement on s'associe à cette problématique, et on se dit, mais on a tous des enfants finalement qui sont presque en âge de voter, dans les actionnaires, j'entends, qui ont créé cette structure. Et on se dit, il y a quand même un problème démocratique dans notre pays, qui est que les gens ne vont pas voter. Alors on ne va pas forcer les gens à voter, mais étant issus de la technologie, donc nous on a toujours fait de la technologie, alors quand je dis nous, encore une fois, ce sont les gens qui ont constitué cette organisation. Civic Power, donc, qui est une association, on a eu l'occasion de recevoir Nicolas Bray, donc, qui est un des cofondateurs, nous expliquer quelle était l'ambition de ce projet, qui développe donc une blockchain pour proposer des services tels que le vôtre. Tout à fait. Le constat étant ce qu'il était, notre origine technologique nous a fait dire qu'il fallait qu'on fasse quelque chose à notre niveau. Et à notre niveau, en tant que fournisseur de plateforme SaaS, eh bien, c'était de mettre en place une solution de vote numérique pour faciliter l'accès au vote. C'est notre réponse. Ce n'est pas la seule réponse. On pense que le vote numérique est une des réponses, une des facilités qui va permettre à une certaine population, qu'elle soit la plus âgée peut-être parce qu'elle ne peut pas se déplacer, ou la plus jeune parce qu'aujourd'hui elle a un smartphone entre les mains. Et cette population, eh bien, elle attend d'avoir une solution. Et on n'est pas là pour lui refuser cette solution, finalement. On est là pour faire en sorte que cette solution de vote numérique existe et qu'elle soit légiférée et qu'elle donne la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer. Alors on a plusieurs niveaux, effectivement, vous disiez juste avant qu'effectivement on parle du vote numérique. Le vote numérique aujourd'hui, d'un point de vue légal, n'est pas légiféré, ou très partiellement dans le cadre exceptionnel de certains votes, mais n'est pas encore légiféré, notamment pour les élections présidentielles. Et notamment pour celle de cette année. Si un jour on doit avoir des élections avec un vote numérique, ce sera pas avant 2027, je vous l'annonce, ça sera certainement pas en 2022. Mais chemin faisant, il y a du vote réglementaire qui lui aussi a besoin d'avoir de la certification et de la sécurisation dans la blockchain. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui le vote numérique tel qu'il existe n'est pas sécurisé, mais c'est une autre façon de l'aborder avec un dispositif qui certifie dans la blockchain. Donc là, pour retracer aussi l'évolution du projet, donc un lancement octobre 2020, c'est ça ? Tout à fait. Alors, création de la société, octobre 2020, exact. Ouais. Et pour donc un début vraiment de la commercialisation, en tout cas de votre offre, en septembre 2021, après avoir levé 3,5 millions de dollars au travers d'une ICO, donc une offre en crypto-monnaie. Est-ce que vous pouvez revenir à quoi sert justement cette ICO et les fonds qui ont été levés ? Alors avant de lancer en septembre, effectivement, il a fallu se doter de moyens nous permettant de conserver l'indépendance de la structure. Donc il y a plusieurs, dans le financement d'une entreprise, vous avez des offres diverses et variées qui sont à votre disposition. Vous pouvez faire de l'organique, vous pouvez faire votre chiffre d'affaires qui finance votre R&D, vous pouvez aller voir des VC, vous pouvez aller voir des institutionnels et aller chercher des moyens auprès de ces organisations. Mais à partir du moment où vous allez chercher de l'argent de cette façon-là, en tout cas, vous allez créer une dépendance. Alors, on a nous-mêmes créé par le passé des structures qui ont été financées par des VC, et je les en remercie. Et c'était des structures qui n'avaient pas la vocation, ou en tout cas le projet qui est celui de Civic Power aujourd'hui. Le projet étant orienté vers le vote numérique, il nous fallait une indépendance. Et cette indépendance, pour l'obtenir, on a monté une ICO, effectivement, qu'on qualifie plus volontiers en fait, de crowdfunding citoyen, ce qui revient au même, sauf qu'effectivement, dans la compréhension, une ICO n'est pas forcément... Alors, par rapport à votre public, peut-être, probablement que ça va leur parler, mais c'est vrai que pour du média plus mainstream, on est quand même sur plutôt du crowdfunding citoyen. Et donc l'émission d'un token qui a été proposé à la vente dans le cadre d'une vente privée avec une white paper qui a été publié et qui nous a permis effectivement de lever 3,5 millions d'euros. Alors 3,5 millions d'euros pour être indépendant, 3,5 millions d'euros, alors la méthode pour être indépendant, les 3,5 millions d'euros pour avoir de la visibilité en termes d'organisation de la structure, la capacité à pouvoir embaucher des collaborateurs et développer ce qui est pour nous un socle technologique. Et donc qui dit technologie dit développeur, dit coût, dit on est vraiment dans une plateforme de service. Donc
des investissements. On va revenir sur l'activité concrète du coup de votre lab et ce que vous proposez aux entreprises qui sont susceptibles de nous regarder. Mais pour revenir, clôturer en tout cas ce sujet sur l'ICO, donc l'émission d'un token, le Power, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc qui sert en toute modestie. Qui sert en tout cas à financer, à donner de la puissance à cette blockchain. Exactement, oui. À donner de la puissance à cette blockchain, à financer les investissements, donc comme je le disais en R&D, à financer les investissements en termes de communication, en termes d'action commerciale, permettant en fait de développer donc l'activité qui est la nôtre. Alors l'activité, parce que le token, c'est un moyen. Enfin, le token. À quoi il sert ce token? Il sert effectivement à faire le financement de l'entreprise. Hein. Donc les utilisateurs de ce token peuvent le stacker. Peuvent effectivement l'échanger, peuvent aujourd'hui en acheter effectivement sur The Bitex et PancakeSwap au prix du marché. Peuvent les échanger par ailleurs librement au prix du marché. Mais un token ou une crypto, finalement, son objet, c'est dans notre cas, on est dans un principe de buyback and burn. Donc finalement, la monnaie qui a été levée nous permet de développer le projet. C'était la promesse, et c'est la promesse que l'on va tenir auprès des investisseurs qui nous ont fait confiance, qui nous font confiance aujourd'hui. Et il y a un ravoi d'ascenseur, parce qu'on demande souvent, mais quelle est l'économie finalement? Alors il faut lire le white paper, hein. Tout est clairement détaillé et très clair dans ce document. Après, on est dans un contexte de financement concret, d'une activité concrète, de mise à disposition ou de mise sur le marché d'une solution de vote, de consultation et de vote numérique. Et donc qui va commercialiser cette solution et qui a commencé au mois de septembre de l'année dernière à commercialiser cette solution auprès, dans un premier temps, des collectivités locales, donc de toute taille. Ça va être aujourd'hui on échange avec des métropoles, on échange avec des départements, des régions, des acteurs villes qui sont amenés à faire des consultations publiques. Exactement. On est dans le cadre de la démocratie participative et on pense que l'accès au vote, si on veut qu'il y ait un accès au vote en 2027, il faut que préalablement, pendant toute cette durée-là, et probablement et certainement, et on l'espère avant, il y ait eu une prise de conscience de la capacité des élus à pouvoir faire participer les gens par le biais du numérique. Et donc d'aller les interroger plus régulièrement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les élus ont une action vis-à-vis des populations qui est existante. Hein. Il y a vraiment vous avez des comités de quartier. Je pense que vous, moi, sommes conviés régulièrement à des comités de quartier dans nos villes respectives. Ce en quoi ces comités de quartier, généralement, se cantonnent sur des actions qui sont de proximité et en présentiel. Moi, je ne suis pas toujours disponible le mardi à 17h pour aller participer au comité de quartier de mon quartier. J'aimerais bien, mais je n'ai pas forcément le temps. Pour autant, j'ai bien envie de participer à la vie de mon quartier et possiblement de donner ma voix sur une délibération qui pourrait avoir lieu pendant ce comité de quartier. Les dispositifs numériques permettent d'étendre cet espace-temps et de dire, eh bien, ce n'est pas simplement le mardi soir à 17h et de 17h à 18h30, c'est toute la semaine, vous avez la possibilité de vous exprimer sur des sujets qui vous ont été présentés et sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner. Et de là, vous allez prendre en considération ce que, d'une part, vous allez m'informer de ce qui se passe dans ces comités de quartier, et d'autre part, je vais pouvoir y participer, et par le biais d'un dispositif. Et voilà, les dispositifs qu'on met à la disposition des collectivités. C'est ce que vous opérez déjà depuis le lancement de la commercialisation de la solution. Et j'imagine que vous avez l'ambition d'attaquer aussi le privé. Oui. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher que pourquoi les collectivités locales, pourquoi le vote numérique en priorité? On a une petite actualité d'ici le mois de mai quand même qui est assez porteuse en termes de communication. C'est sûr. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles on est en train d'échanger aujourd'hui. Une fois les élections passées, Alors on va continuer. Hein. L'objectif reste bien le vote numérique. Hein. Il n'y a pas de transgression. Il n'y aura pas de transgression sur ce sujet-là. Pour autant, en termes de développement, et c'est une entreprise, elle doit tenir aussi compte de sa capacité en termes de ressources pour séquencer ses objectifs. Premier objectif, c'est effectivement les collectivités locales, mais très vite, ça veut dire dès le début du deuxième trimestre, qui arrive là, hein, c'est aussi des offres pour les entreprises, oui, tout à fait. Et sur quel type, concrètement, pour qu'on se rende compte? Concrètement, c'est une assemblée générale. Concrètement, c'est une assemblée générale, soit dans une entreprise privée, soit dans une association, la capacité à pouvoir effectivement consulter, soit des individus, soit dans le cadre d'une association, des membres finalement qui vont se prononcer. Ça peut être une mutuelle par exemple qui va élire son bureau, qui doit élire son bureau tous les ans et qui consulte ses mutualistes. Et c'est des dispositifs que l'on vise aujourd'hui. Hein. Donc à suivre pour le deuxième semestre 2022. Trimestre, pardon. Trimestre, d'accord. Trimestre. Nous, on va commencer effectivement à des offres. Dès la fin de l'élection. Ouais, dès la fin de l'élection. Mais ça veut dire que c'est des choses qui sont déjà en train d'être développées. Hein. C'est pas des choses c'est pas magique. Elles arrivent au second trimestre parce qu'on travaille déjà dessus. Ouais. Bon, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup Jean-Sébastien d'avoir répondu à mes questions. Dernière question plus personnelle. Vous, comment est-ce que vous avez eu le déclic pour la blockchain ? Alors,
Alors, comment j'ai eu le déclic pour la blockchain? Moi, j'ai eu le déclic pour la blockchain dans son mode de fonctionnement. On est dans un système de certification décentralisé. Décentralisé qui permet à chaque individu, quand il va participer à un vote, de pouvoir identifier si ce vote a bien été pris en compte et de pouvoir le vérifier et de pouvoir s'assurer que ce vote n'a pas été travesti, transformé, modifié par qui que ce soit. Voilà ce qu'apporte la blockchain et ce qui pour moi donne un gage un crédit extrêmement positif à l'utilisation de la blockchain dans le cadre du vote numérique. À la différence d'un vote centralisé, où effectivement on travaille beaucoup en boîte noire. Hein. Alors, technologiquement, je pense que, et parce que ces dispositifs sont expertisés, on a des élections primaires qui ont eu lieu il n'y a pas très très longtemps, qui, de mon point de vue, sont sécurisées. C'est-à-dire que je ne remets pas en cause la fiabilité en termes de sécurité. Pour autant, l'individu en tant que tel ne peut pas avoir cette certitude qu'apporte le vote dans la blockchain, de traçabilité du point A au point B de mon vote dans la blockchain, et la garantie, encore une fois, de son intégrité. C'est cela que je trouve extrêmement séduisant technologiquement, par ailleurs, dans la blockchain. Ouais. Merci beaucoup Jean-Sébastien pour vos réponses. Et on a hâte de voir du coup comment, la première fois qu'on votera de façon numérique grâce à vos solutions, on pensera à vous. Merci. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce nouvel épisode de Déclic Blockchain. Et on se retrouve bientôt pour une autre émission. Au revoir.